Il n'y a pas de jeu dans le mot donjon dragon, sauf si vous le dites donjon dragon. Aujourd'hui, on parle du travail d'équipe. Le travail d'équipe. Parce que oui, Donjon Dragon, hein, c'est, je ne sais pas si vous le savez, un jeu coopératif où tous les joueurs travaillent ensemble pour accomplir une quête, une aventure, un but commun collectif. Puis pas juste Donjon Dragon. Tous les jeux de rôle, même ceux où on joue des méchants, comme Vampire la Mascarade, nous proposent souvent de jouer un membre d'une coterie. Alors, il y a une petite équipe de vampires, là, une gang, une clique. Et je pense que trop souvent, on aborde le jeu de rôle en se concentrant uniquement sur notre petit personnage. On veut choisir notre classe, notre concept funky, notre backstory tragique, mais on ne pense pas beaucoup aux autres individus qui vont se trouver autour de la table, qui ont aussi des personnages qui veulent faire briller. Alors aujourd'hui, on se donne des conseils pour travailler en équipe, et ce, de toutes les façons possibles pour créer tous ensemble la meilleure histoire possible. Le premier point ultra important à avoir en tête quand vous créez votre personnage, c'est qu'il va falloir que vous créiez un personnage qui va avoir le potentiel d'être capable de travailler en équipe. Parce que je le sais, c'est un classique, c'est presque un cliché, mais on pense au fameux loup solitaire. Cette espèce d'individu ténébreux qui a perdu toute sa famille il y a des années et qui ne veut plus jamais travailler avec des gens parce qu'il a trop peur de perdre ses nouveaux amis. C'est quelqu'un qui est tellement cool, tellement hot, qui ne parle pas vraiment de son passé, de ses secrets ou de ce qui l'habite, de ses émotions. Tu sais, les fameux John Wick. Je veux dire, tu sais, John Wick, c'est un bon personnage peut-être pour un film solo, mais quand on parle d'un jeu de rôle, on va créer une petite famille dysfonctionnelle. Ça va être des gens qui vont parler, qui dorment ensemble dans le bois. Tu sais, il faut qu'ils puissent s'entendre un minimum. Puis c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant, les jeux de rôle comme Daggerheart ou Root, ou toutes les Powered by the Apocalypse qui vous demandent de vous mettre en lien avec les autres. Fait que je pense que vous pouvez déjà, même si votre maître de jeu ne vous le demande pas spécifiquement, mais comme joueur, vous pouvez contacter les autres joueurs en faisant « Hey, ça te tenterait-tu qu'on ait comme un passé ensemble? Peut-être qu'on a été comme élevés par la même mère? Est-ce qu'on a fait la guerre ensemble? Est-ce qu'on a été dans le même bataillon? Est-ce qu'on a une boutique d'objets magiques ensemble? Moi, je suis le comptable, puis toi, t'es la personne qui sort dans le bois pour essayer de trouver des vieux temples. » Tu sais, essayez de vous mettre en relation. Quand vous allez arriver dans le gameplay, dans le moment où vous jouez tous ensemble, je le sais qu'on a tout en tête notre petit backstory qu'on a rangé puis qu'on est comme hey, « j'ai assez hâte de vous révéler mes secrets ». Mais pensez aussi aux autres, à leur tendre des perches, à leur poser des questions, à trouver des opportunités pour les faire briller, les faire révéler leur passé, leurs secrets. Travailler ensemble, puis quand vous voyez qu'un personnage travaille, puis il y a quelque chose qui l'agace, qui est comme hey, on dirait que tu as quelque chose à nous dire. Est-ce que c'est en lien avec ta sœur disparue? Fais-lui une passe à la palette! Le maître de jeu, il y a beaucoup d'affaires à gérer derrière son paravent. C'est pas toujours à lui ou à elle de s'assurer que toutes les backstories soient révélées. Des fois, c'est juste une belle discussion autour du feu de camp qui va vous permettre de faire comme hey, écoutez, je vous en parle vite, mais soyez ouverts à être ouverts. Je pense que là, vous allez vraiment créer des beaux personnages qui vont pouvoir travailler tous ensemble. Le deuxième élément qui est important, c'est le travail d'équipe mécanique. Hein, parce que Donjon Dragon, c'est un jeu qui a des règles. Puis c'est fou à quel point il y a des combos épiques que vous pouvez faire si vous travaillez en équipe. Je pense que ça vaut la peine de se concerter un petit peu, de s'écrire ou de faire des petits caucus avant un combat important. Les clérics, les bardes, les magiciens, il y a tellement de sorts qui peuvent être incroyables si vous avez un ami qui est là pour vous aider. Que ce soit d'essayer de combiner vos tours pour faire tentacule noir, dévarde, pour enfermer un de vos adversaires, et d'utiliser fou rire de Tasha ou danse irrésistible pour forcer votre adversaire à utiliser son mouvement pour danser et ne pas sortir de la zone de tentacule. Ou Spike Growth, qui est un sort qui transforme le sol en vrai champ de mine rempli de pieux acérés.
Ben, si vous avez un moine dans votre équipe qui est capable d'agripper un adversaire puis de le passer sur le Spike Road comme une rampe à fromage maléfique, ben, vous allez littéralement transformer vos adversaires en chair à pâté. Il faut vraiment se jaser un peu de c'est quoi les sorts que tu choisis, toi? OK, ben regarde, moi je pourrais aussi pallier un petit peu pour les sorts de guérison. Je vais en avoir quelques-uns pour te guérir, pour pas que tous nos sorts de guérison soient dans un seul et unique personnage, puis si celui-là tombe, on est tous morts. Moi, je suis toujours en faveur de faites le personnage que vous avez envie de faire. Mais c'est vrai que si vous réalisez que tout le monde autour de la table a fait un personnage magicien niveau 1, ça vaut la peine de se concerter pour faire « OK, mais pour vrai, c'est qui va être en avant et qui va recevoir les coups des gobelins? » T'sais, y a-t-il quelqu'un qui peut faire un frontliner, avoir un magicien qui est plus porté vers le choix des sorts, qui vont lui donner des points de vie temporaires ou qui vont invoquer des monstres? Je pense que ça vaut la peine de faire une petite recherche sur les meilleurs sorts à faire en équipe. Le troisième point, c'est l'action aide. Je le sais, l'action aide, c'est une option lors du tour d'un joueur qui est vraiment sous-estimée. Les gens n'ont pas envie, habituellement, de sacrifier leur tour pour choisir de faire l'action aide. Mais c'est quand même une action vraiment chouette. Il arrive souvent que je suis dans une partie et que je vois, par exemple, mon barde, interprété par Benjamin Désiel, par exemple, décider qu'à son tour, il ne veut pas dépenser ses sorts, puis il regarde un peu sa fiche de personnage, un peu désœuvré, puis il est comme oh, « Je sais pas quoi faire, là. Je vais donner un coup de rapière à +2. » Et il roule un des 20, il obtient 4, là, il est fâché parce qu'il a perdu son tour. Sachez que l'action aide, ça vous permet de donner avantage à un de vos alliés pour une de ses futures attaques. Et ça, c'est vraiment chouette, surtout si vous avez un paladin ou un roublard. Vous pouvez investir là-dedans. Votre tour n'est pas perdu. Donnez avantage au roublard. Ça peut être extrêmement cool. Fait que, n'hésitez pas, si vous sentez que vous êtes dans un moment où vous ne savez pas trop quoi faire à votre tour, vous ne voulez pas gaspiller vos sorts, mais vous voulez faire une différence, l'action aide. Mais les gens vont être contents, ils vont vous dire « Hey, merci, tu m'as donné avantage. » Ils vont s'en souvenir. Il y a plein de jeux, bien sûr, qui vous permettent d'aider vos amis aussi mécaniquement pendant leur tour. Des jeux comme Dagger Heart, qui vous permettent de faire un move d'équipe qui est vraiment awesome. Vous faites les deux votre attaque en même temps, puis vous faites votre dégât en même temps. Nimble, regardez ça ici. Super awesome. Vous pouvez dépenser une action pendant le tour de quelqu'un pour y faire un truc cool. C'est clair, ça? Fait qu'allez jeter un œil du côté des autres jeux qui permettent vraiment mécaniquement de se donner un petit coup de main d'équipe. Ensuite, n'oubliez pas non plus qu'on écrit cette histoire-là ensemble, collectivement. Parce que je veux dire, ça va arriver, il va y avoir une session de jeu où on va tomber sur le village de notre guerrier. Fait qu'assurément, le guerrier va rencontrer toute sa famille. Peut-être que ça va être un épisode qui est un peu plus concentré sur un personnage. Même chose si on est dans une bibliothèque magique, mais on va mettre un petit peu plus en vedette le magicien. Ou si on est dans un épisode d'infiltration, peut-être que notre roublard, avec plus 11 de discrétion, ben, c'est lui qui va jouer plus que les autres au fil de la session de jeu. C'est correct. Mais n'oublie pas que c'est aussi un jeu, que tout le monde a dédié sa soirée à être ici pour avoir du plaisir. Fait que moi, mon réflexe, mon instinct profond quand je joue à des jeux de rôle, c'est de toujours me dire, y a-t-il une façon que les autres peuvent participer à mon spectacle? OK, le roublard va infiltrer le culte maléfique, mais il va mettre une robe de cultiste sur le dos du barbare. Puis ça va être drôle de voir le barbare faire des jets de tromperie. Ou si on me présente à ma famille, je vais peut-être faire comme « Ah, ma mère a toujours voulu que je rencontre quelqu'un de bien. Fais semblant d'être mon chum! Fais semblant d'être mon chum! » Essayez de créer une situation qui va permettre aux autres joueurs de jouer un rôle clé dans votre épisode. Je veux dire, imaginez votre partie de Donjons Dragons comme une sitcom. Et même si vous êtes dans la trame principale de l'épisode, il y a toujours une petite trame B. un petit truc à faire pour les personnages qui sont peut-être pas le spotlight aujourd'hui. Mais ça, il faut vraiment que ça passe par les joueurs. Le maître de jeu, encore une fois, a souvent beaucoup de choses à penser. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire comme joueur, de tendre la main, de poser la question en faisant « Ah ben je pense que le barbare, il y aurait quelque chose à ajouter, votre majesté, parce qu'il connaît bien la région. Fait que vas-y, explique ton point de vue. » De mettre les autres sur la sellette. Bien sûr, on n'est pas tous des improvisateurs ou des acteurs. Il y a des gens qui sont plus réservés. Mais il y a quand même une façon de poser des questions, de faire participer même les joueurs
un petit peu plus introvertis à la table, en les plaçant dans la scène avec vous au moins. Et finalement, le travail d'équipe, hein, c'est oui, travailler en équipe avec vos personnages, mais travailler en équipe aussi avec tous les participants de la session de jeu et donc aussi le maître de jeu. Le maître de jeu, il est là pour nous mettre au défi, il est là pour nous mettre des embûches, des monstres qui sont parfois terrifiants, qui sont parfois pas tout à fait équilibrés, qui sont parfois des homebrew bizarres qu'il a trouvés sur Internet, mais quand même, il est là pour jouer puis participer avec nous. Hey, je dis ça comme si le maître de jeu, c'était comme la petite affaire dans le coin de la table qu'il ne faut pas oublier, mais c'est vrai. On est tous là pour avoir du plaisir. Fait que vous aussi, maître de jeu, pensez à ce travail d'équipe-là. Comment est-ce qu'on peut tous contribuer à rendre l'expérience meilleure pour tout le monde? Est-ce qu'on peut tendre la main? Est-ce que si quelqu'un avait le goût de dire de quoi, mais il a été coupé dans son élan, est-ce qu'on peut peut-être dire « Oh, excuse-moi, je pense que notre ami Daniel ici était sur le point de dire quelque chose. Qu'est-ce que tu voulais dire, Daniel? » Essayez d'avoir ces antennes sociales-là pour intégrer tous les visages, toutes les présences physiques autour de vous dans l'expérience. Puis vous, maître de jeu, là, ça veut dire aussi, ayez à cœur le travail de vos joueurs. Tu sais, je sais que des fois, on veut juste rouler l'aventure écrite, celle qu'on a écrite ou celle qu'on a achetée au magasin puis qu'on veut faire rouler à nos amis. On veut la rouler telle qu'elle. Mais tu sais, est-ce qu'on peut aussi peut-être intégrer des trucs pour faire plaisir à nos joueurs? Peut-être que l'arc magique qui était censé se trouver à la fin du tombeau, peut-être que ça va être un marteau magique pour faire plaisir à notre guerrier nain. Ou peut-être qu'on va justement prendre le temps de lire un peu leur backstory ou de leur demander est-ce qu'il y a un personnage de ton passé que tu aimerais que j'amène dans la game. Tendons la main pour se faire plaisir mutuellement, puis jouons pas trop serré. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que des fois, j'ai l'impression qu'on veut garder nos secrets. Les maîtres de jeu veulent garder leurs secrets. Nous, comme joueurs, on veut garder nos secrets. On se dit pas nos désirs, ce qu'on a envie de vivre dans l'aventure, parce qu'on veut garder secret le fait qu'on est un prince de la noblesse qui a été banni de sa famille. Mais si on en parle, on peut plus facilement l'explorer puis vivre ce qu'on a envie de vivre dans ce monde imaginaire. D'ailleurs, à ce propos, je vais laisser à la fin de la vidéo une petite capsule qui parle justement du roleplay ouvert et fermé. Devrait-on révéler nos secrets aux autres joueurs autour de la table pour le meilleur de la partie, je pense. Fait que voilà Internet, merci d'avoir été là, d'avoir participé à cette discussion-là, en grande équipe que nous sommes. Fait qu'abonnez-vous à la chaîne si vous voulez rejoindre l'équipe A2Game, l'équipe des A2Gamers et A2Gamers. Je pense qu'on a décidé officiellement que c'était le nom des gens qui suivaient la chaîne. Hein? Oui. C'était ça ou les petits tannants. Fait que c'est vous qui choisissez. Dites ce que vous préférez dans les commentaires.